La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jérémy Schramm, je suis ingénieur avant-vente chez WatchGuard France. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Merci d'être venu ce matin pour ce webinaire consacré à l'authentification multifacteur. L'objet de ce webinaire, c'était de revenir sur un certain nombre de questions qui me sont très fréquemment posées sur notamment le déploiement. Donc, globalement, ce webinaire va être orienté sur les bonnes pratiques de déploiement du MFA. Ça devrait prendre 45-50 minutes probablement, à moins que je ne déborde, puisque comme d'habitude, je suis quelqu'un de bavard. Et donc, le sujet, c'est la sécurité qui commence par l'AMFA. On dit là parce que c'est de l'authentification, c'est féminin. On l'a vu ces derniers temps, il y a eu pas mal d'attaques par brute force, il y a pas mal de vulnérabilités chez certains de nos confrères concernant des accès non authentifiés, des accès VPN falsifiables, etc., etc., etc. Donc, protéger l'usage des comptes, c'est un point qui est excessivement important. Donc, ce sera notre sujet du jour. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, mon micro est correctement réglé. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser le panneau des questions. Je tâcherai de le lire au fur et à mesure, de façon à répondre à vos questions au fur et à mesure, dans la mesure du possible. Le webinaire sera enregistré, il sera rediffusé sur YouTube, donc vous pourrez le revoir, il n'y a pas de souci. Quant aux slides, il n'y a pas grand-chose dedans, donc il n'y aura pas grand-chose à partager de ce côté-là. L'authentification multifacteur, c'est donc le processus qui va nous permettre de durcir le mécanisme d'authentification de façon, schématiquement, à rattacher l'utilisateur à son mécanisme d'identité. D'accord ? On rattache l'identité numérique à l'utilisateur lui-même de façon à éviter un certain nombre de choses. Pour autant, et c'est une question qui revient souvent, et c'est une vraie question, quid de Passkey ? On en entend souvent parler. Est-ce que Passkey va remplacer le MFA ? Est-ce que le MFA va remplacer Passkey ? Eh ben en fait, j'ai envie de vous dire probablement ni l'un ni l'autre, parce qu'en fait, ça n'est pas la même chose. Passkey, c'est un système dans lequel on va, pardon, je vais enlever cette vue-là, hop, je vais enlever ce panneau-là. Passkey, c'est un système qui va permettre de faire, c'est le but, faire de la protection contre le phishing, puisqu'en fait, dans Passkey, on a un mécanisme dans lequel chaque identité, chaque couple d'authentification login mot de passe, même si c'est pas tout à fait ça, est unique et rattaché à un usage unique, à une URL unique. D'accord ? Donc, ça rend le système, en l'état actuel des connaissances, je précise, c'est très important, ça rend le système excessivement résistant aux attaques par phishing. Maintenant, on va pas se mentir. Des solutions qui étaient invulnérables, incontournables, etc., il y en a plein les cartons. L'histoire de l'informatique de ces 40 dernières années est là pour le montrer. Aujourd'hui, ça n'existe pas, il n'y a pas de moyen de contourner Passkey, et en fait, il y a déjà des moyens de contourner Passkey. Donc la solution en elle-même, elle a plein de qualités, elle permet de faire plein de choses, mais ça peut pas être suffisant. D'accord ? L'utilisateur, là-dedans, il est potentiellement gagnant, puisque il aura plus de mot de passe à renseigner. On a un système d'échange de clés, soit une passkey qui est synchronisée, donc orientée majoritairement cloud ou machine, ou des passkeys orientés device, orientés périphériques, type Yubico, pardon, coucou Yubico. Il y a des bonnes choses d'un côté et de l'autre, mais il y a des problèmes côté utilisateur d'un côté comme de l'autre.
d'accord? Les solutions qui proposent l'authentification de la passkey liée au device, liée au périphérique, bah, potentiellement, ça pose un problème le jour où on perd le périphérique, d'accord? Donc, il faut faire des recoveries, etc., ce qui est pas toujours très marrant. De la même façon, la version synchronisée dans le cloud peut être vachement intéressante, sauf que le jour où on perd l'accès au cloud, de par l'opérateur cloud, par un problème de liaison Internet ou autre, ou parce qu'on n'a plus les périphériques attenants, bah, tout ça peut devenir excessivement compliqué. D'accord? Donc, l'usage quotidien de passkey peut être simplifiant pour l'utilisateur. Pour autant, le démarrage et le dépannage, entre guillemets, seront pas forcément la panacée. Alors, en termes d'avantages et d'inconvénients, il y a quand même pas mal de choses qui jouent pour passkey. Hein. Au quotidien, c'est effectivement excessivement simple. Ça fonctionne très bien et ça fonctionne de façon très sécurisée dans beaucoup de choses. Les passkeys sont uniques et donc c'est bien puisque ça permet de limiter, d'empêcher en l'occurrence la réutilisation systématique des mêmes mots de passe ou des mots de passe à laquelle on rajoute point d'exclamation à la fin et 1, 2, 3, 4 au début, etc. Et encore une fois, en l'état actuel des connaissances et des technologies, c'est très résistant au phishing. Pour autant, l'interopérabilité aujourd'hui est pratiquement inexistante. Hein. Si vous avez des passkeys sur votre device Apple ou Android, bah, les migrer vers un autre système, c'est pas forcément toujours très marrant, d'autant que nos utilisateurs ont quand même tendance à faire un peu exprès de ne s'intéresser qu'aux choses qui ont un bénéfice immédiat pour eux. Comment dire, la perception par l'utilisateur, on le voit déjà, on commence à voir apparaître un certain nombre de commentaires où un certain nombre d'utilisateurs vont dire, bah effectivement, rendez-moi mon mot de passe, c'était plus simple, notamment quand la problématique de la passkey inaccessible se fait sentir. Et puis l'ingénierie sociale sera toujours là. Hein. C'est pas parce que l'utilisateur n'a plus de mot de passe à taper que on peut plus faire d'ingénierie sociale. Bien au contraire, l'utilisateur a encore moins de choses à faire pour se compromettre lui-même. Donc c'est pas forcément la panacée de ce côté-là. Les attaques par session de cookies existent déjà et fonctionnent déjà contre ce type de solution. Et puis, globalement, tout ce qui est vulnérabilité logicielle et vulnérabilité protocolaire, bah, on peut pas y couper. Il y a des vulnérabilités qui existent déjà. Le protocole lui-même a ses propres vulnérabilités. Il ne faut pas oublier que même s'il n'y a pas de mot de passe au sens où on l'entend dans le quotidien, il y a une clé qui est échangée. Cette clé, elle est échangée à un moment ou à un autre, on va trouver quelque chose de vulnérabilisant là-dedans. D'autant que le protocole n'est pas complètement terminé, d'accord? C'est un draft. Il y a plein de choses qui sont prêtes. Il y a de très très belles évolutions en perspective, mais le produit n'est pas terminé. Il reste encore beaucoup de choses à mettre en œuvre. Donc, on ne peut pas s'attendre. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce truc-là reste invulnérable. Il n'existe pas de solution invulnérable, d'accord? Clairement. L'adoption se fait de mieux en mieux. Pour autant, la plupart des grands sites ne l'implémentent pas encore. Les vieux OS, il en reste. Dans l'industrie, il reste des XP. On voit encore des utilisateurs se balader avec des vieux Android et des vieux iPhones. Des terminaux qui ne peuvent pas être mis à jour, notamment sur les smartphones, parce que problématique de performance. Donc tout ça, ça fait que même si ça part bien, l'usage généralisé de la passkey est pas encore tout à fait pour demain. Ok. À noter quand même que l'enjeu serait probablement de pousser majoritairement les particuliers à utiliser passkey avant d'avoir une adoption massive en entreprise, parce que si déjà on peut avoir des usagers d'abord qui s'habituent à la technologie et ensuite des usagers qui prennent l'habitude de notamment par le biais de passkey, de ne plus avoir le même mot de passe dans la sphère pro que dans la sphère perso, bah, quelque part, on va déjà améliorer la protection de la sphère d'entreprise. Comme de toute façon, la plupart des usages aujourd'hui en entreprise ne sont pas couvrables avec passkey, ce serait déjà une belle avancée. Donc, envisagez de discuter passkey avec vos utilisateurs d'un point de vue perso plus que pro, ça fera déjà avancer le schmilblick. Ceci étant dit, puisque de toute façon,
Passkey ne réglera pas tous nos problèmes, hein, il n'y a pas de solution magique, et ben je vous propose qu'on aille faire du MFA parce que la protection de l'identité de l'utilisateur, tiens, ma session s'est verrouillée, pardon, c'est une VM, la protection de l'identité de l'utilisateur, ça reste de toute façon quelque chose d'important, et à la fin, on devrait voir une fusion relativement massive entre Passkey et MFA, puisque le MFA ayant vocation à protéger les échanges et l'usage qui pourrait être fait des mots de passe, Passkey étant vulgairement une gestion de mots de passe unitaire, et ben à un moment ou un autre, on devrait se retrouver avec une fusion des deux. Bref, ce que je vous propose pour ce matin, c'est donc de démarrer l'installation d'un client type. Donc pour ça, eh bien, j'ai créé un compte client dans ma plateforme partenaire. Normalement, la plupart d'entre vous connaissent cette interface-là. Je vais venir déclarer des licences d'éval là-dedans, ce qui me permettra de démarrer ma solution rapidement. Puisque je n'ai pas encore reçu la livraison des licences pour mon client, donc je viens dans Essai, je viens dans Hotpoint, et puis pour mon client qui s'appelle JSMFA Démo pour ce matin, eh bien je vais venir activer l'authentification multifacteur. Je vais même mettre Total Identity Security puisque j'ai une bricole à vous montrer après. Teasing, je vais vous montrer un truc qui n'existe pas encore. Pardon. J'ajoute mes licences, elles vont s'activer dans la minute qui suit et permettre l'accès à la solution Hotpoint dans le compte de mon client. Donc, je viens ici dans la partie Hotpoint. Depuis que Hotpoint existe, ça doit faire 5 ou 6 ans maintenant, il y a eu pas mal d'évolutions dans la solution. Et l'une des dernières évolutions a soulevé un certain nombre de questions. C'est notamment une partie de l'objet de ce webinaire. Donc, on va voir comment bien se servir de tout ça. Ici, le contexte technologique, il est simple. Je suis sur une machine virtuelle qui est un Windows Server 2022, qui est hors domaine, mais qui est dans une infrastructure dans laquelle il y a un domaine Active Directory, qui accessoirement est déjà connecté à une solution Hotpoint. Pour autant, je vais pouvoir m'en servir pour un deuxième compte client. Donc, vous allez voir que c'est quand même très souple. On peut utiliser ça pour pas mal de choses. La bonne pratique de fonctionnement, de déploiement de Hotpoint, c'est celle-ci. Suivez bien ce processus. La première étape, c'est la gestion des groupes. D'accord? Et le secret, je vais vous le confier, quel que soit votre type de déploiement, si vous avez un annuaire, Azure AD, LDAP, peu importe, ou que vous allez avoir un annuaire dans cette infrastructure, mon conseil, commencez toujours par créer un groupe qui va être un groupe fédérateur, centralisateur de toutes les synchronisations, même si en réalité, on ne va jamais l'utiliser. Et pour créer ces groupes, eh ben, on va passer dans cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle WatchGuard Cloud Directory, d'accord, qui est une étape intermédiaire. Jusqu'à présent, la gestion des annuaires était propre à chaque produit. Le firewall se connecte à l'AD de son côté, le MFA se connecte à l'AD de son côté, etc. Et ça, progressivement, ça va disparaître. On va bientôt avoir la connexion à l'AD depuis le cloud. Et ensuite, tous les autres services vont pouvoir venir piocher dedans de façon centralisée pour qu'on n'ait qu'un seul connecteur qui soit utilisé. Donc là, on est dans une phase qui est transitoire, qui est un petit peu étrange, je vous l'accorde, mais vous inquiétez pas, ça va évoluer. Et donc ici, lorsque je viens dans le groupe, eh ben, je viens cliquer sur service de domaine et service de domaine et répertoire, pardon. Et ici, pour la première fois, eh bien, je vais simplement demander à mon système de créer un WatchGuard Cloud Directory puisque je ne crois pas qu'on aura le temps tout de suite de faire la liaison de répertoire externe qui a vocation en l'état à être utilisée plutôt dans les firewalls gérés dans le cloud. Mais si on a le temps, peut-être qu'on viendra bricoler là-dedans. Donc, je lui fais créer l'annuaire, si vous voulez, la copie d'annuaire intégrée à WatchGuard Cloud, dans laquelle je vais venir créer un groupe qui, globalement, va s'appeler chez moi tous. Non, hop, tout le monde. Tout le monde. Si j'arrive à écrire, c'est vendredi matin. Tout le monde. Hop, groupe de centralisation. Et ça, c'est juste pour vous et moi, puisque ça n'a pas d'intérêt. Le but de ce groupe, vous allez le voir, c'est de pouvoir créer un point d'ancrage unique pour tous les utilisateurs et tous les groupes qu'on va hériter, qu'on va synchroniser depuis l'Active Directory de mon laboratoire. Donc, on crée le groupe. Voilà. Ce groupe, je reviens, je viens configurer Hotpoint.
je viens dans groupe et mon objet existe. Et normalement, je n'aurai plus jamais besoin, pour la plupart des déploiements en tout cas, je n'aurai plus jamais besoin de revenir dans ce service de domaine répertoire. J'ai mon groupe tout le monde de type WatchGuard Cloud. C'est bon, c'est fait. Ce groupe, il va à terme devoir recevoir des utilisateurs qui pourraient être unitaires, créés manuellement, typiquement le compte d'un prestataire, votre téléphoniste qui doit pouvoir se connecter à l'IPv6, eh bien, on va lui créer un compte qui sera peut-être hors Active Directory, parce que dans certains cas, ça peut représenter une plus-value de sécurité, un compte qu'on peut essayer de révoquer, de ne pas lier à l'Active Directory. Si on n'a pas de bastion, de ne pas donner trop de droits, etc., etc., etc. On viendra créer des ressources, des objets de stratégie, etc. Mais d'abord, on va s'occuper de nos utilisateurs. Pour les utilisateurs, j'ai besoin de créer une identité externe, donc une connexion à mon Active Directory. Donc, je viens dans Identité externe, j'en crée une nouvelle. On va pas faire Azure AD tout de suite, on va faire configuration LDAP. Et ici, je vais prendre mon annuaire. Hop, pardon. Et cet annuaire, je vous le disais, je l'ai déjà configuré dans un autre compte client. D'accord ? Il est déjà utilisé dans une solution, dans un compte Hotpoint. Et pour autant, je vais pouvoir le réutiliser à tel point que je vais tricher et que je vais venir voler les paramètres que j'ai ici. Le nom que j'ai ici, il est strictement administratif. Il ne me sert qu'à identifier l'annuaire, puisque je pourrais, dans le même compte client, synchroniser plusieurs annuaires Active Directory. Donc, c'est strictement descriptif. Ici, je vais mettre la base de recherche. Typiquement, petit annuaire, racine, gros annuaire, on cible la sous-racine, si je puis dire, dans laquelle j'aurai mes utilisateurs, puisque dans le MFA, je ne traiterai que de l'utilisateur et absolument pas de la machine. Ici, vous allez toujours cocher ce compte, c'est le plus simple. Vous allez toujours cocher cette case. Cette case, elle dit que si on n'utilise pas un utilisateur qui est dans le groupe utilisateur de l'Active Directory, alors on a besoin de son chemin détaillé. De mon expérience et des retours du support, ne vous embêtez pas. Prenez systématiquement cette case, même si l'utilisateur correspond, parce que un jour, il ne correspondra pas à ce prérequis et vous aurez un dysfonctionnement et vous m'appellerez parce que quelque chose ne fonctionne pas, alors que ce sera juste la définition du chemin. Donc faites-le comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, je ne peux pas faire de copier-coller de mon environnement physique à mon environnement virtuel pour des raisons de sécurité, puisque c'est un labo et que on peut avoir parfois des détonations là-dedans. Je le saisis à la main. En attendant, pas de questions. Anthony était en retard. Ouh là là, Anthony était en retard. Je propose qu'Anthony paye l'apéro la prochaine fois. Hop, voilà mon élément. Alors ici, je mets un compte administrateur. C'est une très 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 mauvaise habitude. Mais j'ai un tout petit labo, il n'y a que moi dedans, puisque même Alexandre ne veut pas venir jouer dans mon laboratoire. Donc j'y mets un compte administrateur, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Je vous recommande même de ne pas mettre ce compte administrateur. Idéalement ici, j'ai besoin d'un compte utilisateur simple, puisqu'on a juste besoin de venir lire des propriétés Active Directory, lister l'Active Directory, donc un compte utilisateur simple, même sans ouverture de session, est utilisable. La période de synchronisation a été modifiée. On a retiré les synchros inférieurs à l'heure parce que ça n'a pas de sens et que du coup, ça avait tendance à surcharger la plateforme inutilement. Dans une phase de démarrage, la synchro toutes les heures, pourquoi pas? Au-delà de la phase de démarrage, la synchro toutes les 12 ou 24 heures, il y a peu de chances que vous ayez besoin d'onboarder comme ça de façon autonome des nouveaux utilisateurs moins d'une fois par jour. D'accord ? D'autant que vous allez le voir, on peut forcer la synchro. Donc en réalité, ce paramètre toutes les 12 heures ou toutes les 24 heures, il est largement suffisant. Tac. Ici, puisque j'ai un Active Directory, la plupart des champs sont renseignés automatiquement. Tout ce que j'ai à faire, c'est renseigner le champ, le nom de mon AD, puisque là, j'en ai besoin. C'est une donnée technologique et pas administrative comme l'était le premier champ. Tous ces éléments-là sont renseignés et ici, j'ai besoin de l'IP de mon serveur. Et c'est bien une IP locale. Ne venez pas me mettre une IP publique puisque de toute façon, on ne va jamais autoriser une connexion LDAP depuis l'extérieur. Mon serveur est en LDAP et pas en LDAPS. Donc j'enlève LDAPS.
Si j'avais plusieurs serveurs, je pourrais rajouter ici des IP pour la redondance, mais dans mon cas, ça n'est pas utilisé, c'est un tout petit labo. Donc ça va créer un point d'entrée, les éléments technologiques qui vont permettre de lire l'Active Directory. Maintenant, cet Active Directory, il est loin de mon cloud. Donc, pour y accéder, j'ai besoin de déployer une gateway. Ma gateway, c'est un point d'ancrage, un point de connexion, serveur de démo. C'est un point d'entrée, un point d'ancrage pour le connecteur que je vais mettre sur ma machine et qui va me permettre de faire l'échange entre les aspects locaux et les aspects distants. Pour ce faire, je dois télécharger un programme que j'ai déjà téléchargé parce que je suis un petit fainéant. Hop, je vous montre ici, je viens télécharger le programme d'installation de la gateway. La dernière version, c'est la 730669, d'accord? C'est un MSI, ça se déploie à partir de 2012 R2. Moi, ici, j'ai un serveur 2022, c'est compatible. Et pour le faire fonctionner, j'ai encore besoin soit d'Amazon Corretto, soit de Java, que vous allez installer avant, puisqu'un redémarrage sera nécessaire. J'ai déjà procédé au redémarrage pour gagner du temps. Donc ici, je vais pouvoir lancer l'installation de ma gateway. Et la seule chose que la gateway va me demander, c'est d'abord la capacité de communiquer de l'intérieur vers l'extérieur en HTTPS, donc on pourra aller voir mon firewall après si vous voulez. Et on va me demander la clé d'enregistrement de ma gateway. Cette clé, elle est là. Hop, je vais pouvoir la régénérer si je veux, c'était pas nécessaire. Et cette clé, je vais la copier. Je n'ai pas besoin de la conserver puisque cette clé est à usage unique. Si d'aventure je foirais l'installation de mon agent pour une raison X ou Y, cette clé ayant été utilisée, elle serait révoquée. On ne pourrait pas la réutiliser pour la même connexion, donc on ferait régénérer une clé. Okay, donc ce truc-là va permettre l'installation de ma gateway, ça va prendre une petite minute, et en fait simplement ce que ça va faire, vous allez le voir, ça va venir me créer les services qui vont permettre la connectivité entre mon environnement local et le cloud. Ok ? Allez, c'est fini. Toujours pas de questions. C'est parfait. Alors c'est parfait, c'est pas bien comme réflexion, vous avez le droit de poser des questions. Allez, donc ici on devrait avoir les premiers services qui vont apparaître et vous voyez, hop, WatchGuard Hotpoint, alors ils sont en train de s'installer et de démarrer. On crée 4 services qui sont le service gateway qui crée la connexion sortante avec le cloud, HTTPS, TCP 443. Ça ne supporte pas l'inspection HTTPS pour des raisons relativement évidentes. Donc, vous ferez les exceptions. Il y a une KB qui donne toutes les URL WatchGuard. Le service LDAP qui va me permettre de venir requêter l'Active Directory localement. Le service ADFS si j'en ai besoin. Et puis, le service Radius qu'on va utiliser dans certains cas de figure qu'on va voir rapidement. L'installation est terminée, mes services sont démarrés, tout va bien. Question, il faut impérativement commencer par l'identité externe, puis Gateway. Alors, de mon point de vue, il est vital de commencer par le groupe, ça évitera de l'oublier, hein, ça fait toujours perdre beaucoup de temps. On aurait pu installer la gateway d'abord et pendant que ça s'installe, aller créer l'identité externe, ça n'a pas d'incidence puisqu'en fait, à la fin, on a besoin des deux. J'ai besoin que ma gateway ici soit connectée pour pouvoir cliquer dedans et lui donner les paramètres de l'Active Directory. Vous voyez ici, mon objet, il apparaît là. Donc, peu importe l'ordre, à la fin, j'aurai besoin des deux. D'accord ? Donc, en réalité, pas d'incidence immédiate et effectivement, on aurait pu créer la gateway pendant que l'installation se faisait. Est-ce nécessaire de mettre à jour la gateway hotpoint ? Alors, à chaque mise à jour, probablement pas, puisque les mises à jour sont en général, en très grande majorité, des ajouts de fonctionnalités qui correspondent à l'évolution de la plateforme. Donc, certaines mises à jour, certains updates mineurs sont pas forcément nécessaires pour tout le monde. Donc, par essence, pas forcément. Il peut y avoir de la correction de bugs, etc. Donc, il n'y a pas un focus particulier à mettre dessus. Le jour où vous rencontrez un souci, regardez s'il y a un update de la gateway à faire, vous le lancez par-dessus et c'est terminé. D'accord ? Et ça ne représentera pas d'interruption de service. C'est pas parce que je perds
1 minute la liaison avec l'annuaire LDAP que tout va être remis en question, donc c'est pas immédiatement dramatique. Vous pouvez avoir 2 gateways, tout à fait. L'une en failover de l'autre, et d'ailleurs c'est prévu ici, on peut faire ajouter une gateway secondaire, et ici je donnerai un nom, genre deuxième serveur, voilà, et je viendrai installer la gateway sur une deuxième machine, je récupérerai la clé d'enregistrement, et du coup, les 2 gateways seraient liés au même contexte technologique. D'accord ? Le cas d'usage où on aurait 2 gateways totalement différentes, c'est parfaitement possible. Ce serait typiquement lorsqu'on aurait un serveur dans un deuxième AD. D'accord ? Typiquement, votre entreprise ou l'entreprise de votre client rachète une autre entreprise, il va falloir 1 an pour fusionner tous les SI, ce qui est parfaitement entendable, et ben temporairement, je mets une deuxième gateway qui va plutôt aller chercher sur un deuxième réseau, sur un deuxième annuaire, peut-être dans un deuxième pays. D'accord ? Et à ce moment-là, on ferait ce type de choses. Mais ça n'a rien d'obligatoire et surtout, c'est pas lié à licence. Pardon, j'aurais peut-être dû couper le micro plutôt que de mettre ma main devant ma bouche. Donc là, j'ai ma gateway est up parce que mon service gateway est up. Si je désactive, si j'arrête mon service, vous allez voir que ici, il va passer en rouge. D'accord ? Donc c'est bel et bien lui qui fait la connectivité. Okay ? D'un point de vue diagnostic, si vous avez besoin, alors pas tellement pour la gateway, ce sera plus pour le LDAP ou le Radius, sachez que vous avez des logs qui sont accessibles et qui sont dans ces 2 points programme data. WatchGuard, Hotpoint, logs. Et ici, vous aurez des logs par service, donc ADFS, Gateway, LDAP et Radius. D'accord ? Ça, c'est des éléments qui sont directement accessibles et ça pourra servir pour le diagnostic. Programme data, WatchGuard, Hotpoint, logs. On y reviendra peut-être après. Donc ici, j'ai redémarré mon service, ma gateway s'est reconnectée. Je vais venir ici, donc sélectionner mon Active Directory. Donc j'indique à ma gateway distante, d'accord ? Alors je fais tout sur la même VM pour éviter les switches d'écran, mais d'accord, ça c'est du cloud et ma gateway est installée localement. Et donc ça donne les instructions à ma gateway, ce qui va me permettre dans Identité externe de venir faire les 3 petits points et vérifier la connexion. Si je n'ai rien raté, j'ai bien connexion avec succès à l'identité externe. Si j'avais un problème, eh bien typiquement, soit dans Gateway, soit dans LDAP, j'aurais des erreurs. À noter que les erreurs que vous auriez ici ne sont pas des erreurs WatchGuard, mais des erreurs LDAP. Donc si vous devez chercher le code erreur 6112, j'en sais rien, ne cherchez pas WatchGuard error code 6112, cherchez plutôt Active Directory erreur 6112, parce que du coup, vous aurez la bonne réponse. C'est la réponse de l'annuaire. OK ? Donc typiquement, là, l'erreur classique, c'est je n'ai pas mis le bon chemin pour l'utilisateur et il n'est pas dans l'UO utilisateur par défaut, ou l'erreur de mot de passe. Ce sont les 2 cas classiques. Une fois que ça c'est fait, notez que je peux ici lancer l'insynchro, ce qui va rester sans effet, puisque je n'ai rien à synchroniser, je n'ai pas encore récupéré d'utilisateur. Donc j'envoie la requête de synchro, mais je ne vais pas en tirer de bénéfice. Pour en tirer un bénéfice, j'ai besoin de choisir ce que je veux synchroniser. Donc je vais venir ici faire une synchro de groupe, et c'est ici que le secret se cache. Dans la plupart des cas de figure, et majoritairement si votre client n'a qu'un seul Active Directory, qu'un seul domaine Active Directory, je ne parle pas de serveur, vous n'allez créer qu'une seule synchro de groupe, quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, ici, je vais pouvoir scroller mon AD, d'accord, pour récupérer des utilisateurs. Donc, je vais récupérer, on va dire, qu'est-ce que j'ai comme groupe là-dedans ? J'ai technique. Tiens, je vais prendre technique, il doit avoir un groupe. Ici, je vais dire créer les nouveaux groupes synchronisés, sous-entendu, créer dans la plateforme Hotpoint le groupe synchronisé. Donc, on va faire exister le groupe technique issu du LDAP dans Hotpoint. Et je vais synchroniser tous les utilisateurs. Je vais le mettre dans mon groupe tout le monde de tout à l'heure. Vous vous rappelez le premier groupe que j'ai créé manuellement. Okay ?
Ces deux cases-là, elles me permettent, notamment dans des phases de test, de tester la synchro sans pour autant créer les utilisateurs synchronisables et éventuellement sans tout de suite solliciter mes utilisateurs en leur envoyant un email d'enregistrement. Okay, ça, sur des phases de test, de démarrage, ça peut être assez rigolo. Ça vous permettrait par exemple de synchroniser le groupe l'UO, le groupe, tous les utilisateurs du domaine, sans pour autant enrôler tous vos utilisateurs systématiquement. Okay, on va faire ça, je vais créer un groupe. Je fais précédent, je ne vais pas attendre le période de synchro, je vais faire lancer la synchro. Et ici, ce qui va se passer, c'est que donc, on donne l'ordre à la gateway d'aller lire localement hotpoint, le LDAP, pardon, et mes utilisateurs synchronisables, j'insiste sur le terme synchronisable, vont apparaître ici. OK ? Pour qu'un utilisateur soit synchronisable, il faut qu'il ait un nom d'utilisateur, un nom complet, une adresse email, quel que soit le format. D'accord ? Ça pourrait être du outlook.com, ça pourrait être un email de l'entreprise, ça n'a pas d'intérêt. OK ? Et il faut qu'il soit membre de l'un des groupes que je synchronise. Et vous voyez ici, mon technique LDAP, c'est le groupe technique issu de l'annuaire, je ne peux pas le gérer dans Hotpoint puisque ça ne lui appartient pas, et je suis dans tout le monde. D'ailleurs, si je viens dans groupe, j'ai bien technique issu du LDAP et tout le monde issu du WatchGuard Cloud Directory. Okay, en fait, ce tout le monde que j'ai créé tout à l'heure, c'est celui qui va me permettre de garder l'appartenance à de multiples groupes pour un utilisateur. Maintenant que mes utilisateurs sont là, d'ailleurs, je vais faire un truc, je vais revenir dans identité externe. Je vais modifier la synchro de groupe parce que je veux synchroniser les utilisateurs du groupe VPN. Je ne crée pas une nouvelle synchronisation de groupe. Je réédite celle-ci. D'accord ? C'est important. Et ici, je vais venir choisir VPN. Notez que je peux scroller mon Active Directory. Alors, en réalité, c'est pas du temps réel. Je scroll ce que j'ai synchronisé la dernière fois que j'ai fait une synchro de l'annuaire. Donc, si je crée un nouveau groupe dans l'Active Directory, pour pouvoir le voir là, il faut que je fasse une synchro. Ce qui n'a pas d'impact, donc pas de souci. Je rajoute VPN, je fais enregistrer, précédent, je lance la synchro de groupe pour pas attendre le délai de synchro. Si je viens dans utilisateur, vous allez voir que certains utilisateurs sont membres de plusieurs groupes. Alors, on va lui laisser le temps de le faire. Voilà. Vous voyez, Jérémy et Alexandre sont membres et de technique dans l'AD et de VPN dans l'AD. De là, parce que j'ai créé ce groupe tout le monde au départ, mon groupe fédérateur, mon groupe centralisateur, je peux gérer la multiplicité l'appartenance à de multiples groupes. C'est plus français. OK ? On est d'accord que tout à fait, la gateway n'est pas forcément sur le DC. J'en veux pour preuve que cette machine n'est même pas membre du domaine. D'accord ? Si on fait ça, ipconfig espace /all, d'accord ? Je ne suis pas membre du domaine. D'accord ? J'ai juste besoin que cette machine soit en capacité, d'un point de vue réseau, de pouvoir envoyer les requêtes LDAP vers mon annuaire Active Directory. Donc, même si elles ne sont pas dans le même VLAN, en vrai, ce n'est pas un problème. Assurez-vous que votre switch, mieux votre firewall en cœur de réseau, autorise la connexion LDAP de ce serveur, de cette machine, vers le serveur Active Directory. Même de l'autre côté d'un tunnel VPN, si vous voulez. OK ? Voilà. Donc ici, j'ai mes utilisateurs. Mes utilisateurs, comme j'ai laissé les deux cases à cocher, je leur ai envoyé automatiquement un email pour les enrôler dans ma plateforme. Et à partir de là, mon utilisateur, va pouvoir s'enrôler. Alors, normalement, je devrais pouvoir connecter mon téléphone. Pour vous le montrer, je dégage tout ça. Mais à un moment, j'ai perdu la connexion ce matin et mon smartphone n'a pas voulu se reconnecter. Je ferai bien des blagues sur telle marque de mobile est mieux que telle autre, mais on va pas rentrer dans le conflit, c'est vendredi. Donc on va pas faire ça. Je vais quand même essayer de vous montrer mon téléphone, parce que peut-être que tout le monde n'a pas vu l'interface utilisateur. Alors ça, c'est l'un des points qui souvent amène des blocages de la part des
des clients, de la part des directions des services informatiques chez les prospects, on considère souvent à tort que le MFA va représenter une gêne pour l'utilisateur. C'est pas vrai. Ce qui est long pour l'utilisateur, c'est de taper le mot de passe. Ce que l'utilisateur déteste par-dessus tout, c'est devoir retaper son mot de passe quand il revient de sa pause pipi ou de sa pause café ou de sa pause clope. D'accord? Le MFA, dans la solution de WatchGuard, ça se valide du bout du doigt, on fait un contrôle biométrique, on approuve la connexion, et en fait, c'est pas ça qui prend du temps, c'est la saisie du mot de passe. Donc, le meilleur moyen d'aller sur l'adoption d'une solution de ce type, c'est de passer par de la démo et, si possible, par du POC. Et comme on l'a vu, ça prend 2 secondes de créer un compte client dans la plateforme. Créez un compte pour votre prospect, activez-lui 250 licences utilisateurs 30 jours renouvelables. D'ailleurs, juste au cas où, je vais vous remontrer comment est-ce qu'on renouvelle les licences. De sorte que les gens puissent se faire leur propre idée. La peur, c'est toujours mes utilisateurs ne vont jamais vouloir. Alors d'abord, je suis désolé, mais on leur demande pas leur avis en fait. Il y va de la protection de l'entreprise. C'est un système qui est nécessaire à la vie de leur entreprise. On ne demande pas à l'utilisateur s'il est d'accord pour qu'on mette un firewall sur l'infra. D'accord? De la même façon, on ne demande pas à l'utilisateur s'il est d'accord qu'on mette une politique de mot de passe ou du MFA. Ça n'a pas de sens. Et c'est faut que je revienne sur vue d'ensemble. Et donc ici dans Hotpoint, j'ai la possibilité de prolonger l'essai. Donc votre client ou votre prospect qui veut essayer la solution, il a 30 jours, 2 fois 30 jours, 250 utilisateurs, d'accord, en renouvellement de l'un sur l'autre. Et tout ce qui est fait dedans, si on met une licence commerciale, c'est conservé. Donc il n'y a pas de perte de temps, de productivité à l'issue du POC. On peut directement mettre les licences si ça plaît au client et qu'ils maintiennent tout ce qui a été configuré. D'accord, ça ne représente pas de souci. Bon, mon téléphone ne veut pas se connecter, donc je suis désolé. Je ne vais pas vous montrer mon application Hotpoint. On va revenir sur là-dessus. Et on va finir rapidement la configuration de Hotpoint. En fait, à partir du moment où vous en êtes là, vous avez de quoi enrôler des utilisateurs. Vous avez les groupes utilisateurs. Donc, vous avez l'essentiel qui est fait pour pouvoir démarrer la solution. Ce qui va nous manquer maintenant, c'est des ressources. Comment est-ce que je fais fonctionner ma ressource? Eh ben, je vais créer une connectivité avec l'élément que je veux protéger. Si mon élément est un firewall, WatchGuard, eh bien, en venant dans Firebox, j'aurai directement accès à la liste des firewalls qui sont disponibles dans mon compte client. Je n'en ai pas là, je vais en mettre un pour qu'on puisse le voir. D'accord? Ici, je sélectionne un Firebox et de là, comme mon Firebox est connecté à WatchGuard Cloud, je peux directement l'utiliser pour de l'accès VPN, pour de l'authentification, pour des choses comme ça. Si je n'ai pas la chance d'avoir un Firebox, puisqu'après tout, il y a des gens qui ont d'autres marques de firewall, ça arrive à des gens très bien, la clé, c'est le radius. Votre firewall de marque X, ou votre routeur ou votre serveur VPN de marque X, il fait forcément du radius. Il est forcément capable d'aller interroger un serveur radius. Donc ici, je prends mon firewall de marque X. Okay, je vais mettre l'IP local de mon firewall. D'accord, il est hors de question de faire du radius depuis l'extérieur. C'est parfaitement insécurisé. Est-ce qu'il y a une purge de la config Hotpoint sur non-renouvellement des licences? Si oui, quel est le délai de rétention de la config? Bonne question. Les licences ont une durée de validité qui peut être 1 mois, 1 an, 3 ans, plus encore même. À l'expiration de la licence, si je ne dis pas de bêtises, le produit reste configuré, non utilisable, mais configuré pendant 8 jours. Okay, mais à l'expiration de la licence, votre client n'a plus de MFA. Dans la plupart des services, dans la plupart des cas d'usage, votre utilisateur va continuer à pouvoir se connecter. Par exemple, sur la protection de l'ouverture de session Windows, votre utilisateur, il va avoir l'application WatchGuard qui va apparaître avec un message disant il n'y a plus de licence, il fait OK et il démarre son PC quand même. Il n'est pas bloqué par l'absence de licence. OK, en revanche, au bout de 8 jours, le contenu de la plateforme va se vider.
mais en même temps, il n'y a pas de raison de rester 8 jours. Vous avez des licences en instantané, ou pratiquement, donc il n'y a pas de raison que vous vous retrouviez dans cette situation qui nécessiterait de refaire la configuration. Dans le radius, pardon, le chat a cliqué sur la souris. Qu'est-ce qu'il a fait, ce coquin? Hop, on va venir cliquer là. Bah alors. Voilà. Je mets donc ici l'IP local de mon serveur VPN. Je garde ici, tiens, j'ai un problème de clic, ça va revenir. Et ici, je vais mettre la clé prépartagée. Cette clé prépartagée, hop, qu'est-ce que t'as fait comme bêtise, le chat? Jamais travaillé avec un chat. Cette clé prépartagée, c'est celle dont j'aurais besoin pour le radius. Ok. En créant ça, je crée un connecteur qui va permettre, de faire exister un point d'entrée avec mon radius. Okay. Ah ouais, ma souris, elle clique plus. Alors, 2 secondes, j'éteins ma souris. Dans le doute reboot, si ça rate format, comme on dit, comme disaient les vieux en l'occurrence. Moi, je peux plus cliquer. Bon, c'est intéressant. Ça, en fait, c'est ce qui va permettre de configurer mon serveur. Donc ensuite, je vais aller dans mon firewall de MarkUX, je vais aller dans la partie Radius, et je vais renseigner comme adresse de Radius, non pas l'adresse de Hotpoint, mais l'adresse de mon serveur gateway. Ok. Ma souris, elle fonctionne là, donc c'est juste un problème dans la VM. Alors, on va faire ça. Ça, je vais l'enlever. Hop, et je vais reprendre ma VM. Ah, en fait, j'ai perdu la connectivité avec la VM, on dirait. Ok, petit problème de VM, ça va arriver tout de suite. Donc, très important. Hop, je vais vous passer ça là. Partons. Petit problème de partage d'écran. Je vais changer le partage. Voilà, on va mettre le partage comme ça. Du coup, je peux vous montrer ce navigateur-là. Donc, l'adresse du serveur Radius à renseigner dans mon serveur VPN ou dans mon firewall, c'est celle de la gateway. La clé. Et du coup, quel que soit votre serveur VPN, vous allez indiquer qu'au lieu d'utiliser domaine/user pour s'authentifier en VPN, bah, vous allez autoriser radius ou le nom du radius que vous allez mettre dans la config /user. Et en fait, ce radius, c'est ni plus ni moins que la transposition de Active Directory plus MFA. Ce qui peut vous permettre, dans la plupart des cas de figure, dans la plupart des serveurs VPN que je connais, vous aurez la possibilité d'avoir une migration en souplesse et des tests en souplesse, puisque pour le même utilisateur, si je mets domaine/user, j'ai la connexion VPN avec le compte AD sans MFA, et en faisant radius/user, j'ai la connexion AD avec MFA. Dans le cadre d'un Firebox, vous aurez la même chose. Ça y est, je l'ai récupéré. Non, je ne l'ai pas récupéré, c'est pas grave, je vais garder ce navigateur-là. Dans le cadre d'un Firebox, vous aurez la même chose, l'intégration directe avec un Firebox, mais en utilisant le Hotpoint comme domaine d'authentification. Hotpoint, c'est le MFA associé à la connexion cloud. OK ? Dans les ressources, vous pourrez également avoir d'autres types d'éléments et j'insiste sur le Logon App. Le Logon App, c'est la protection de l'ouverture de session Windows, macOS, client, serveur, RDS. C'est quelque chose qui est insuffisamment utilisé par les clients, ce qui est très dommage parce que la protection de la machine, c'est le moyen, la protection de l'accès à la machine, c'est un super moyen de protéger l'accès à la donnée contenue sur le poste et c'est un super moyen de protéger l'accès aux droits que donne le poste. Typiquement, un accès VPN qui serait enregistré, des accès à de la messagerie, etc., etc., etc. C'est pas contraignant pour l'utilisateur. Oui, on va mettre du MFA à chaque fois qu'on demande le mot de passe, mais encore une fois, le MFA, c'est pas ça qui prend du temps, c'est la saisie du mot de passe. Donc pour le Logon App, je vais pouvoir faire la différence entre mes PC et mes serveurs, mettre un message, appelle-moi si ça marche pas comme tu veux, parce que la solution marche. Donc si ça marche pas, c'est que l'utilisateur a fait une bêtise. Et ici, on va pouvoir déterminer des contextes, notamment liés à des migrations. Typiquement, si vous avez un serveur TSE avec 600 utilisateurs, pardon, je bafouille, ne pas autoriser un utilisateur Hotpoint
Bah, le temps de la migration, le temps de la mise en œuvre des jetons, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas encore activé son jeton, il ne peut pas se connecter. Ce qui est souhaitable d'un point de vue sécurité, mais pas forcément toujours marrant d'un point de vue prod. Donc ici, je pourrais aussi dire que le temps de la migration, j'autorise les utilisateurs non NodePoint à se connecter sans MFA. Ceux qui ont le jeton, bah, ça marche direct. Et puis ceux qui n'ont pas encore leur jeton, bah, ils continuent à se connecter jusqu'au jour où on leur active leur jeton. Okay, donc ça peut être un moyen facile de faire de la migration. Créer des ressources n'est pas suffisant. Il va falloir créer des stratégies qui autorisent. Et donc typiquement, ici, je vais créer une stratégie VPN avec MFA et je vais dire que le mot de passe, le push ou l'OTP sont utilisables pour les gens qui sont dans le groupe VPN lorsqu'ils veulent accéder à mon firewall. Okay, ça fait qu'un utilisateur qui va essayer de se connecter en VPN, il aura théoriquement le choix, il va taper son mot de passe, c'est nécessaire, et il aura le choix entre le push et l'OTP. Mais c'est pas tout à fait vrai, puisque comme je suis en radius, je ne peux pas laisser le choix. Ce choix n'est possible que quand on utilise une ressource de type Firebox. Donc moi, je vais mettre du push. C'est le plus facile, c'est le plus rapide, c'est le plus sûr. Mais c'est ma première politique. Ensuite, je pourrais avoir des cas d'usage où mon client me dit « je veux pas de MFA dans certains contextes ». C'est une erreur, d'accord, mais c'est quelque chose qui est fréquemment demandé. Pour déterminer ce contexte, on va pouvoir créer des objets de stratégie. Donc, par exemple, on pourrait dire que je ne veux pas de MFA quand je suis au bureau de qui est-ce que je connais là-dedans? Allez, on va dire dans le bureau de Casablanca, puisque c'est mon exemple habituel. Je mets l'IP du bureau de Casa. Bien entendu, c'est pas une IP marocaine, donc c'est faux, mais on va dire que. Et du coup, ça va pouvoir devenir une condition. Peut-on changer le fichier de configuration sur un poste utilisateur sans réinstaller l'application Hotpoint Agent for Windows? J'y reviens tout de suite. Je finis ça. Ici, du coup, je vais pouvoir créer une deuxième stratégie, VPN sans MFA. Ouh là là, faut pas faire ça, c'est pas bien. Et je vais autoriser la connexion avec le mot de passe, sans push, sans QR code, sans OTP, à mes utilisateurs membres de VPN pour accéder à ça si ils sont au bureau de Casablanca. Okay, de façon générale, ce type d'approche vont vous être demandées par les clients. Et dans certains cas, ça pourrait se concevoir, ça pourrait se défendre, mais gardez à l'esprit que c'est une très mauvaise idée. Il n'existe pas de cas de figure où le MFA ne représente pas un bénéfice de sécurité. Okay, on pourrait ne pas mettre de MFA sur les ordinateurs et sur Office 365 quand on est au bureau. Ça reste une erreur. Quand vous êtes au bureau, vous n'êtes pas perché. Vous n'êtes pas à l'abri d'une attaque. C'est le premier endroit où on va vous attaquer. Okay, le deuxième étant probablement la mobilité. Donc, idéalement, on ne ferait pas ce type de choses. Mais si c'est nécessaire, sachez que vous pouvez le faire comme ça. Du coup, je valide ça. Et il va quand même falloir que je monte cette politique pour qu'elle s'applique d'abord. Donc, si quand je me connecte, mon IP source correspond au bureau de Casablanca, alors je vais passer dans cette politique et je pourrai me connecter avec le mot de passe seul. Dans tous les autres cas de figure, je vais pouvoir me connecter, mais il faudra valider avec le push. Pour revenir sur la question précédente, lorsqu'on fait du logon app, on va le faire, logon app, donc je veux protéger des ouvertures de session Windows ou Mac. On va mettre PC, hop, un petit message d'accueil, même s'il n'est pas obligatoire. Je crée ça. Et ça va me permettre le téléchargement d'un fichier de config, soit ici, soit dans les téléchargements. Et ici, je peux télécharger le programme Logon App, d'accord, qui va me permettre donc, de contrôler l'ouverture de session. Je télécharge le programme et le fichier de config. Ils sont indispensables et ils doivent être pour le déploiement dans le même dossier, à moins que vous n'utilisiez un script. Et à ce moment-là, vous pourriez appeler le fichier de configuration. Lorsqu'une modification profonde est faite au niveau du Logon App, il faut le redéployer. D'accord ? Il faut redéployer ce fichier de configuration parce que c'est lui qui détermine le lien fonctionnel avec la plateforme. Et donc, non, vous ne pouvez pas changer aujourd'hui le contenu de ce fichier de configuration sans réinstaller l'application, mais vous pouvez réinstaller par-dessus. Okay ? En revanche, les changements de politique, eux, vont se retrouver sans incidence.
D'accord? Un changement de politique, dès lors que la machine a du net, bah, elle vient subir, quelque part récupérer une copie hors ligne de la politique pour subir cette politique hors ligne. Dans le cas de la synchro LDAP, pardon, est-il possible d'installer le connecteur sur plusieurs postes? Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je crée une identité externe et je vais la mettre dans une gateway ou dans le secondaire de la gateway de façon à avoir un mécanisme de failover indépendamment des serveurs LDAP eux-mêmes. Comme ça, on a le failover de la gateway. Globalement, le cœur du déploiement, c'est la récupération des annuaires, l'enrôlement des utilisateurs. C'est ça qui est le plus long. D'accord? La gestion des ressources, c'est quelque chose d'assez simple. Alors, cas particulier quand même pour l'intégration d'Office 365 qui aujourd'hui prend un peu plus de temps. D'ailleurs, il y a des grosses évolutions qui sont prévues pour début janvier puisque Microsoft va enfin débloquer les vannes à l'authentification externe. Donc, on va avoir beaucoup plus de souplesse dans la prise en charge de la protection d'Office 365 et c'est tant mieux. Mais globalement, dès lors que vous avez fait ça, ensuite, il n'y a plus qu'à ajouter des ressources et il n'y a pas de notion de licence par-dessus. Vous pouvez créer toutes les ressources que vous voulez, toutes les politiques que vous voulez. Je reviens vite fait sur les questions. Pardon, il y a un truc que j'ai pas compris. Dans le cas de la synchro LDAP, est-il possible d'installer le connecteur sur plusieurs postes? Ma question est plutôt côté client. Je suis désolé, je comprends pas, puisqu'en fait, la synchro LDAP, c'est Hotpoint, la partie cloud, qui vient utiliser un connecteur pour lire un Active Directory. Et ça, c'est donc une ou plusieurs gateways, donc un logiciel qui vient localement lire. Il n'y a pas de notion client au sens client-serveur. Il n'y a rien sur les machines pour lire ça. Mais si je suis encore à côté de la plaque dans ma compréhension de la question, n'hésitez pas à me faire un petit mail ou à me contacter tout à l'heure, de sorte que qu'on puisse en rediscuter un petit peu plus tard dans la journée. À tout hasard, mon adresse email, c'est Jérémy, jeremie.schram@watchguard.com. Ou sinon, répondez à l'équipe France dans l'invitation que vous avez reçue. Il n'y aura pas de souci. Dans la stratégie VPN avec MFA, je coche le mot de passe. C'est quel mot de passe? C'est le mot de passe de l'utilisateur. Stratégie d'authentification, VPN avec MFA, je demande le mot de passe de l'utilisateur. Or ici, mon utilisateur est issu du LDAP. Donc c'est le mot de passe AD. Ok? J'impose le contrôle du mot de passe. Ne pas contrôler le mot de passe, de toute façon, si je fais ça, ça ne marchera pas. Jamais l'Active Directory ne accordera l'autorisation d'un utilisateur sans le mot de passe. Okay. Le SAML. Le SAML, c'est un vaste sujet. Dans l'intégration avec certains services, notamment Office 365, mais pas seulement, vous allez utiliser du SAML 2.0 pour créer des relations. Pour faire du SAML, alors le SAML, schématiquement, c'est du SSO avec du TLS. D'accord? C'est un peu vulgaire, les puristes me pardonneront, on est vendredi. Je vais donc ici créer un certificat pour ma plateforme, c'est fait, et du coup, dans mes ressources, je peux ajouter une ressource SAML. Dans le SAML, vous avez deux parties. Vous avez le Identity Provider et vous avez le Service Provider. Le Service Provider, c'est le fournisseur de l'application que vous voulez protéger. L'Identity Provider, c'est celui qui va traiter l'identité. Donc, en l'état ici, Hotpoint est le fournisseur d'identité. D'accord? Et le service que vous voulez protéger, donc je sais pas moi, TeamViewer, Office 365, et virtuellement n'importe quoi, puisque la plupart des systèmes supportent le SAML. On va récupérer sa demande d'identité et on va lui donner un go, no go. Donc en fait, ici, je mets mon service, donc moi je vais mettre Office 365. Il faudrait que j'arrête maintenant, c'est M365, mais j'aime pas les changements de nom, moi ça m'embête. Il y a des guides d'intégration, il y en a plein, d'accord?
Et puis ici, il y a plein de champs pré-remplis utilisables pour plein de choses. L'idée générale, c'est que là-dedans, vous avez certains éléments à mettre venant du système distant. Et dans le système distant, vous allez devoir mettre le certificat de Hotpoint, etc., etc. Et ça va créer une relation entre les deux. Okay, le meilleur moyen de voir comment le faire, c'est d'aller vous pencher dans les guides d'intégration de façon à avoir des détails sur le fonctionnement. Mais globalement, c'est toujours sensiblement la même chose. C'est échange d'URL, échange de certificats, et ça permet d'avoir le fonctionnement de la solution. Dans les types de ressources, j'aurais pas dû cliquer là, on a donc le portail IDP qui est le portail self-service où l'utilisateur pourra notamment enregistrer tout seul un token matériel ou ce type de choses. Le Logon App pour la protection des ouvertures de session, Windows, Mac. L'intégration avec les firewalls WatchGuard natives. Le client Radius pour à peu près tout ce qui est local. On pourrait protéger votre cœur de réseau, peut-être votre copieur, une vieille application métier. Le SAML pour à peu près tout ce qui est web. La DFS pour les clients qui ont des grosses infrastructures Windows, notamment des grosses infra Exchange. On va utiliser la DFS pour pouvoir faire du MFA sur Exchange. Et puis l'API RESTful qui va permettre de créer des relations. Ah oui, et le plugin pour les serveurs RD Web si vous en avez. Donc on crée les ressources, on crée des conditions d'accès, on mélange ça dans les stratégies et globalement c'est ça qui va nous permettre de faire le fonctionnement de la solution. Concernant ça, hop, si je reviens là, pour finir avec la question, oui, l'utilisateur s'authentifie avec le mot de passe et quand on fait une politique sans MFA, l'utilisateur a donc ici son accès VPN avec le mot de passe uniquement. Alors, login, mot de passe. Oui, c'est le but de ce type de politique, même si c'est super mal et qu'il ne faut pas le faire. Oui, c'est ça. L'application mobile Hotpoint est-elle transférable avec sa config et ses jetons vers un autre téléphone? Typiquement dans le cas d'un utilisateur qui a perdu son téléphone. Alors je suis navré de ne pas pouvoir vous montrer mon application. Je vais réessayer quand même vite fait, mais ça m'embête. Je réessaye 2 secondes pour vous montrer mon écran. On ne peut pas transférer l'application avec tous les jetons. C'est impossible. En revanche, les jetons, on va pouvoir les migrer un par un. Donc en fait, on révoque le jeton et on renvoie un email d'invitation pour réactiver le jeton dans la nouvelle application. C'est comme ça qu'on change de téléphone. Dans le cas d'un utilisateur qui perd son téléphone, il n'a plus la gestion de son jeton, donc c'est l'administrateur qui va lui révoquer son jeton. Pardon, 2 secondes, je réessaye le partage. Ah, il veut bien montrer mon téléphone. Voilà. Ouais, donc ça c'est mon téléphone. Voilà. Sur mon téléphone, j'ai l'application Hotpoint que vous ne pouvez pas voir parce qu'il y a la protection. Je fais ça, je déverrouille, je fais sauter temporairement la protection contre les captures d'écran pour pouvoir vous montrer, sinon c'est pas très drôle. Donc ça, c'est mon application Hotpoint. Cette partie-là, c'est la partie qui est soumise à licence. D'accord? Oups, pardon. C'est la partie qui est soumise à licence. Chaque ligne, c'est un compte utilisateur que je protège. Ce compte utilisateur, c'est donc une licence, quel que soit le nombre d'accès. La partie du bas, ce sont des jetons, c'est typiquement du 2FA, de l'OTP que j'intègre dans ma plateforme pour simplifier la vie de l'utilisateur. Moi, vous voyez, j'y ai mon Raspberry, j'y ai ma PlayStation, j'y ai tout un tas de choses comme ça. Okay, et la partie du bas, elle peut être automatiquement enregistrée dans mon compte Google de façon à pouvoir restaurer ça très facilement et ne pas perdre ses OTP. Ça, c'est très facile. D'accord? Et du coup, je remets mon application et je restaure cette partie jeton tiers. Les jetons du haut, eux, je peux demander à les migrer. Vous voyez, migrer jeton. Migrer le jeton, quand je fais ça, ça le révoque, ça l'annule sur mon terminal et ça renvoie un email. Ok? C'est comme ça que je vais transférer. Dans le cas de l'utilisateur qui perd son téléphone, eh bien, mon administrateur va venir dans utilisateur. Il va prendre l'utilisateur fautif. Allez, on va dire que c'est JS. Le jeton n'est pas actif. Alors, je vais vous montrer dans un autre compte client.
fictif pour que vous puissiez voir. Voilà. Et du coup, ici, mon utilisateur, je peux bloquer son jeton et je vais avoir la possibilité, une fois qu'il est bloqué, de lui renvoyer un email d'activation, ce qui va lui permettre de le réenregistrer sur son nouveau terminal. Ok, c'est comme ça qu'on migre. Il est 10h58, 10h59 d'ailleurs même. Je voulais vous montrer une bricole juste avant de partir. Quand j'ai démarré ce compte client, vous vous rappelez, j'avais le choix entre deux licences. J'avais le choix entre la licence Hotpoint et la licence Total Identity Security. La licence Hotpoint, c'est ce qu'on vient de voir là, succinctement. Okay, la licence Total Identity Security, elle intègre d'autres choses et surtout, elle va intégrer un truc que vous n'avez pas encore, mais que moi j'ai. D'ailleurs, je vais vous le montrer là. C'est la capacité d'intégrer le MFA dans le XDR. Donc, faire en sorte que certains événements de sécurité puissent être soumis à l'IA, non pas de l'EDR ou celle de la sandbox, mais à l'IA du XDR, de ThreatSync, de façon à pouvoir déclencher des actions en transversalité, aller bloquer des choses sur le firewall, aller bloquer des choses sur le endpoint, etc., etc., etc. C'est en bêta fermé aujourd'hui, ça va être en bêta public très bientôt, et du coup, ça devrait sortir très prochainement. Donc, enfin, on va avoir le MFA intégré au XDR. J'en ai fini pour ce que je voulais vous montrer de façon urgente aujourd'hui. Il y a des choses encore qu'on peut voir, dont on peut discuter. La présentation, elle, sera pas partagée parce qu'il n'y avait rien dedans. La vidéo, elle, sera accessible. Vous aurez le lien du replay dans le mail de following, dans le mail de suivi de ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions qui surviennent, s'il y a des points qu'on n'a pas évoqués aujourd'hui, puisque j'avais pas le temps en 1 heure de tout faire. Si vous avez des questions, d'accord, n'hésitez pas à revenir vers nous, de sorte qu'éventuellement on puisse se prévoir un petit rendez-vous en ligne, qu'on reprenne certains détails ou qu'on voit des cas particuliers sur vos installs, sur vos déploiements clients, etc., etc. N'hésitez pas non plus à nous solliciter si vous avez besoin d'un coup de main pour démarrer un POC chez un de vos clients. Si vous n'avez pas la parfaite maîtrise de la solution encore et que vous voulez un coup de main là-dessus. Est-ce que nous serons informés lorsque le MFA sera intégré au XDR? Oui, bien sûr. Alors, vous aurez forcément un message dans la plateforme WatchGuard Cloud et je pense qu'on peut s'attendre à une petite campagne de communication sur LinkedIn, peut-être par email. Pensez à vérifier vos paramètres de communication dans votre compte WatchGuard. Merci de votre attention. Merci d'être resté avec moi jusque-là. J'ai débordé, il est 11h01, j'ai encore débordé. Monsieur Chamba, contactez-moi. On fera de l'IKEV2 avec Radius ensemble, il n'y a pas de souci. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous et puis j'espère à très bientôt en ligne. Au revoir.